ضمن خبراء الذين عملوا على تأهيل المدينة. سيشاركنا السيد رحموني العديد من الحقائق والمعلومات الشيقة والغير معروفة، وسيكون عرضا شيقا من شخص شغوف. C'est un passionné السيد رحموني. دون المزيد من الإطالة سأترك مجال للسيد رحموني لمدة 60 دقيقة يليها فاصل موسيقي قبل أن نفتح باب الأسئلة والأجوبة من الجمهور. شكرا لكم. سي نبيل أبو لباول. Bonsoir et merci d'être là. Alors, le travail que j'ai essayé de vous présenter, c'est un travail qui a pris plusieurs années. C'est un travail qui a été commandé par l'agence urbaine de Salé, de Rabat Salé, et qui a posé pas mal de difficultés pour pouvoir être mis en œuvre. La première des choses que je voudrais souligner, c'est que ce travail est le résultat d'une équipe et non pas le résultat d'une personne. On a une équipe qui a travaillé là-dessus, qui est formée de sociologues, de géographes, d'ingénieurs VRD, de sociologues, etc. Donc ce n'est pas un travail qui est uniquement personnel, c'est le résultat d'un travail collectif extrêmement important. Donc, je vous présente un petit peu cette étude qui a commencé en 2013 et qui s'est achevée en 2018. C'est une étude qui a eu pour objectif la préservation et la qualification de tout ce qui est patrimoine de la Médina de Salé principalement. Et en même temps, un objectif de sensibiliser et entretenir l'ensemble des monuments et des éléments qui constituent ce patrimoine. Alors, après cela, il faut mettre en place tout ce qui peut aider à faire aboutir l'ensemble des projets sur lesquels nous serions en train de discuter. On a un problème de... Alors, là, c'est les objectifs et là, c'est les phasages de l'étude, juste pour vous indiquer un petit peu quelles sont les étapes par lesquelles sont passés le travail. Le travail est un travail exhaustif. On a fait un levé topographique sur l'ensemble de toutes les parcelles à l'intérieur de la Médina de Salé. Elles sont au nombre de 50 000 et quelques parcelles. Et 5 000 parcelles à l'intérieur de la Médina. Sur les 5 000 parcelles, on a fait un relevé, une enquête, non seulement de la parcelle elle-même, de ce qu'il y a dessus. Comment c'est construit, avec qui, quelle hauteur, l'état de la construction, le nombre d'habitants, les activités qui s'y trouvent, etc. C'est un travail exhaustif qui a été mis sur un SIG, un système d'information géographiée, et qui est toujours disponible auprès de l'agence urbaine. Donc on a l'ensemble des données. Maintenant, une fois qu'on a collecté les données, comment on peut travailler sur les avantages, les inconvénients, les potentiels et les orientations vers lesquelles on pourrait faire tendre la Médina. Alors, là, le périmètre de l'étude, en fait, est un peu complexe parce qu'il est découpé en partie par, disons, gestion communale et une autre partie par la vallée du Bourg-et-Grec. Donc, le tracé que vous voyez en rouge, c'est le tracé qui découpe la Médina, en fait, en gestion, qui appartient à l'agence du Bourg-et-Grec. Donc, le cimetière d'Ibn Asher fait partie de l'agence du Bourg-et-Grec, avec toute la partie qui est attenante, c'est-à-dire tout ce qui est ancien cimetière et jardin maraîcher. Et puis, on a deux petites encoches en bas, qui sont une partie donc, du Mleh, entre Bab Marissa et Bab Dar Sinaa, et Dar al-Baroud, qui n'appartiennent pas. Donc, tout le projet ne doit pas se faire là-dessus. C'est-à-dire, les orientations qu'on va déboucher, c'est pour vous expliquer la complexité administrative et la complexité des découpages.
on a étudié l'ensemble, on a projeté sur l'ensemble, mais ce qu'on doit projeter et ce qui doit être réglementaire ne peut pas se faire sur les autres parties qui n'appartiennent pas donc à la gestion communale. Alors, une idée de la démographie de la Médina de Salé. Vous voyez un petit peu l'évolution. On passe de 17 000 habitants vers 1913 à, on atteint en 82, 51 200 habitants en 82. Vous voyez, on est dans une pente qui monte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée qu'on en a est complètement fausse. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, on commence à descendre. Et entre 82 et aujourd'hui, la Médina de Salé a perdu un tiers de sa population. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des choses qui sont complètement folles. Autre chose, vous voyez la taille des ménages. En 94, on a 4,6 personnes par ménage. Et ici, 2024, on a 3,1, c'est-à-dire qu'on n'a même pas 4 personnes par ménage. On est dans des modifications structurelles de la population extrêmement importantes. Si on veut travailler sur des projections sur la Médina, on est obligé, on est tenu de travailler sur pour quelle population on fait ce projet, à qui elle s'adresse. Et ici, on va voir un petit peu les activités. Je passe assez vite. Les activités, vous voyez, en 71, on avait une enquête qui a été faite par Si Mohamed Nasseri et qui nous donnait une idée de l'activité commerce 1095, les services 506, l'artisanat 638. En 2014, quand on a fait l'enquête, on s'est retrouvé avec le commerce qui double, et même plus, 2,5 fois. Les services se maintiennent à peu près, mais l'artisanat divisé par 2. Donc, pour comprendre quelle est la structure économique maintenant qui se développe au niveau de la Médina, c'est une baisse du secteur de l'artisanat, une augmentation des commerces, de l'habillement surtout, et il envahit les rues résidentielles, c'est-à-dire qu'on a des commerces qui s'ouvrent dans des rues qui n'ont jamais été commerciales. Et donc, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir projeter et comprendre d'abord avant de se projeter. La Médina reste quand même un centre économique dynamique et confirme le fait de la persistance de sa position en tant que pôle économique important au niveau de la commune, avec quelques flèches. On verra un petit peu l'évolution, comme vous devez le savoir. Et la différence, en fait, c'est que certaines activités sont dynamiques et certaines autres sont complètement en perte de vitesse. Donc le tourisme se développe, mais manque de systèmes d'accompagnement, des guides, des circuits, une signalétique, des kiosques d'information et des maisons d'hôtes qui soient reconnues, c'est-à-dire qui soient reconnues par l'administration, etc. Et là, il y a un gros travail qui a commencé, mais qui n'est toujours pas abouti. Alors, les perceptions des habitants eux-mêmes, c'est-à-dire on a fait une enquête avec des enquêtes et des interviews. La Houma, est-ce que quelque chose, cette notion continue d'exister ou pas? Elle n'est plus comme avant, mais elle continue d'exister encore. Alors, les éléments qui sont les plus importants pour les habitants, donc les mosquées, les zaouïas, les cimetières, même pour la procession, les services de base, de satisfaction, leur maintenance laisse à désirer. C'est-à-dire que la Médina de Salé est suréquipée. C'est quelque chose qu'on comprend difficilement, mais la maintenance pose problème. C'est-à-dire que, vous allez le voir, c'est-à-dire que pour les écoles, on est suréquipé, puisqu'on a perdu plus de la moitié, le tiers de la population. Pour le reste, c'est la même chose, mais simplement les équipements qui sont là ne sont pas maintenus et entretenus. Donc la vie à l'intérieur de la maison aussi change complètement. On n'est plus du tout dans le système patriarcal traditionnel avec le grand-père, les enfants, les petits-enfants, etc. On est dans des choses totalement différentes. On est modifié. On n'est plus à 5 à dormir dans la même chambre. Chaque enfant veut sa chambre. Et on ne peut plus ouvrir une porte d'une chambre sans avoir l'autorisation de l'enfant qui est dedans. Donc, c'est plus l'histoire de les enfants se couchent tous dans la même chambre, etc. Et on est dans des utilisations de l'espace à l'intérieur de la maison qui est complètement différent. Et on est dans une évolution de mode d'occupation, de mode de vie complètement différent. Et donc,
qu'est-ce qu'on va proposer à ces gens? C'est ça qui est extrêmement important. Bien sûr, toutes les maisons maintenant sont équipées de sanitaires, de douches, de WC, et le hammam est quelque chose qui est superflu presque. Même si de temps en temps on aime bien y aller, mais on y va une fois, 2 fois par an, 3 fois. C'est rare que quelqu'un y va toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc c'est des choses, qu'est-ce qu'on va faire de ces bâtiments? Donc c'est des choses qu'on va se poser comme question. Alors aussi, l'idée comme quoi ça allait, et malheureusement l'écran n'est pas aussi parfait que celui que j'ai en face, mais on va regarder, on est persuadé que la Médina est extrêmement dense. Eh bien, on voit que les rez-de-chaussée, c'est du vert. Le jaune, c'est du R+1. Le R+2, c'est du marron. Et le rouge, c'est R+3 et plus. Et donc, c'est ridicule de penser que la Médina est extrêmement dense. Mais c'est l'image qu'on en a. Comment travailler sur l'image complètement folle. Alors, ici, on va voir tout ce qui est vert, c'est traditionnel, traditionnel. Tout ce qui est rouge, c'est traditionnel, renouvelé, rénové, c'est-à-dire qui est entretenu. Alors, les immeubles, c'est en jaune. Les immeubles, ça veut dire que c'est un immeuble avec des appartements. Le reste, c'est des maisons. Donc, une maison qui peut avoir un logement ou 2 logements, mais pas plus. Donc, la densité d'occupation, etc., n'est pas là. Alors, tout ce qui est sommaire, c'est le bleu. Et c'est ridicule. C'est un atelier, à l'époque, c'était l'atelier de tapis qui était complètement abandonné. Et il y a quelques fonds d'eau qui étaient surdensifiés. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Alors, ces éléments-là nous amènent à déconstruire l'idée qu'on a de la Médina qui est dans un sale état, etc., etc. Et les statuts fonciers complexes amplifient le problème, bien sûr. On a la Médina compte 5320 parcelles construites sur lesquelles sont réalisés 8120 logements, en plus des équipements et des locaux artisanaux et commerciaux. Le type traditionnel prévaut. Le néo-traditionnel, c'est quoi le néo-traditionnel? Je l'ai catégorisé comme ça parce que c'est la maison en fait traditionnelle qui est construite dans des lotissements nouveaux, sur des anciens jardins maraîchers, la plupart du temps, et qui est sur le schéma de la maison traditionnelle avec le patio, mais qui, à l'étage, se permet d'ouvrir sur la rue parce que les rues sont plus grandes. Et donc, on a le traditionnel qui n'est pas du tout ouvert sur l'extérieur, on a le néo-traditionnel qui, au rez-de-chaussée, est ouvert sur le patio, mais à l'étage, il est ouvert sur le patio et sur la rue. Donc, c'est ce que j'appelle le néo-traditionnel. Le type moderne connaît heureusement une pause. Il ne s'en construit pas des masses. Les hauteurs des bâtiments, 18% en rez-de-chaussée, 60% en R+1, 22% en R+2, R+3 et plus, 1,5%. Donc, on n'est pas dans des lieux qui sont complètement laissés à l'abandon et à la sauvagerie constructive. Les logements vacants ne représentent que très, très, très peu d'unités. C'est-à-dire que c'est une ville qui est extrêmement occupée. La taille des ménages, des logements, pardon, on a 1 et 2 pièces représentent 37%. Et très stable. Les 5 pièces et plus représentent 8 à 10%. 10,7, près de 11%. Le rythme de construction et le nombre d'autorisations délivrées est 123 en 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement total et un maintien, une maintenance malgré tout des logements et très peu de constructions nouvelles. Sur 10 ans, on a 123 uniquement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire on a à peu près 12 constructions par an à l'intérieur de la Médina. L'état de conservation, je parle des données de 2014, on a 86% sont soit en bon état, soit en état moyen. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que quand on a fait le bilan de tout ça, on se rend compte qu'on est complètement dans une image complètement faussée de la Médina. Alors cet état ne doit pas cacher bien sûr le restant, nécessite une attention particulière et surtout, il y a des ruines, elles existent, mais dans l'ensemble, sur les 5300, il y en a 200. Donc, la proportion est complètement ridicule par rapport à l'image qu'on en a et qu'on transporte nous-mêmes.
soi-même. Donc, 2014. Depuis 2014, les choses se sont améliorées. Elles ne sont pas. On a une descente de population extrêmement importante. Les atouts d'une renaissance. Alors, la démographie de la Médina, quand on la regarde aussi, ça pose un problème, c'est que l'image qu'on en a est complètement fausse. La pyramide des âges est complètement inversée. C'est-à-dire qu'on a très peu d'enfants et beaucoup de personnes âgées. Et on a inversé la pyramide des âges. Et donc les usages et les besoins de la population qu'on va pouvoir projeter se font non pas avec une pyramide des âges, mais une pyramide des âges complètement inversée. Alors à qui on s'adresse? Quelle est cette population? Et en fonction de ses âges et de ses besoins. Le cadre bâti, les édifices de valeur à protéger, les équipements collectifs à réaménager et les environnements, bien sûr, l'accessibilité, la circulation. Alors, les orientations stratégiques. Là, on se dit vers quoi on voudrait aller. Sauvegarder et valoriser le patrimoine monumental et prestigieux. Donc, il faut savoir que jusqu'après ce travail, on a pu inscrire la Médina de Salé dans sa totalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la grande mosquée de Salé, qui est assez unique, qui fait 5200 mètres carrés de terrain, et donc qui est une des plus grandes mosquées du Maroc. Elle n'est pas classée, et ainsi de suite. Donc beaucoup de choses ne sont pas classées. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la nécessité de redorer l'image de la cité, requalifier le tissu résidentiel, c'est-à-dire l'appuyer et enlever ce qui est sommaire, intervenir sur ce qui doit être requalifié pour être de meilleure qualité, rehausser le niveau des équipements urbains, mais en même temps les adapter aux nouveaux besoins et non pas aux anciens besoins qui sont là et qui ne sont plus les mêmes. Revitaliser l'économie locale, c'est-à-dire ici on n'a pas besoin de revaloriser ou de dynamiser le commerce d'habillement, mais par contre tout le reste, l'activité artisanale, etc., a besoin d'être revitalisé et d'être encouragé et appuyé. Comment décliner? Donc, vous voyez, on a les orientations. Comment on décline ces orientations-là? Éradiquer l'habitat insalubre, redresser l'image de la cité fermée, préserver le cadre urbanistique médinal, c'est-à-dire ne pas permettre de percer de voies, etc., de choses qui déstructureraient la Médina. Réhabiliter, remettre en valeur, restaurer, réhabiliter les constructions qui sont là, dégager les remparts des constructions qui sont appuyées. Il faut savoir que le Maïda, donc le répartiteur d'eau qui est vers lequel aboutit donc Sourd Lma, donc l'aqueduc qui vient de Ain Barka, de 13 km, il aboutit à un réservoir et un répartiteur qu'on appelle le Maïda. Et bien, ce répartiteur est habité par des gens. Donc la préservation du patrimoine pose encore beaucoup de problèmes. Dégager les remparts, préserver l'aspect architectural de la Médina, organiser et optimiser la circulation et restructurer les corporations. C'est-à-dire là, on a une action à mener sur les corporations, le HIREF, sur les différents métiers qui existent et comment préserver, aider à préserver ceux qui peuvent l'être et améliorer les conditions d'exercice de leur métier. Alors, on a un tableau de synthèse qui diagnostique les orientations stratégiques. On a les thèmes, les forces, les faiblesses et les orientations vers lesquelles on va. Alors, ce tableau nous permet de faire une synthèse générale de tout ce que nous avons décortiqué comme information et comme projection. Et là, à partir de là, on passe à autre chose. On dit la synthèse des orientations stratégiques nous amène à produire des variantes. Ces variantes se dénotent comme suit. Donc, l'orientation, on a la variante volontariste, c'est-à-dire si l'administration et la population sont mobilisés, voilà ce qu'on peut obtenir et voilà vers quoi on peut aller. S'ils sont moitié mobilisés, voilà ce qu'on va faire. C'est la variante intermédiaire.
et la variante tendancielle, c'est-à-dire que si on ne fait rien d'extraordinaire, on laisse les choses aller comme elles sont, voilà vers quoi on peut aller. Et donc là, on a la liste des monuments marquants, etc. Il y a tout ça prendrait beaucoup de temps de détailler l'ensemble, mais il est clair que là, on a des orientations particulières vers lesquelles on peut aller. Et ces orientations ont été présentées, bien sûr, aux administrations qui sont partenaires, mais en même temps aux élus, à la population, aux chambres de commerce, aux chambres d'artisanat, etc., etc. Et il y a eu des négociations et il y a eu des votes qui ont permis de choisir vers quelle variante on va s'orienter. Et ici, on a, bien sûr, quand on a dit la variante intermédiaire ou tendancielle, ici, comment elle va se projeter sur le terrain. Et voilà ce qu'elle va obtenir sur le terrain. On va faire le minimum. Donc, voir simplement aller les choses un tout petit peu les pousser. On a la variante modérée, c'est-à-dire qu'on a une volonté assez marquée, mais qui n'est pas extrêmement présente, avec des finances moyennes. Et on a la variante qui est la variante volontariste, c'est-à-dire que tout le monde se mobilise là-dessus, et comment on peut, à partir de là, projeter dans l'espace les projets qui sont là. Et ce travail a été fait avec l'ensemble de la légende qu'on voit ici, avec les établissements scolaires, les aménagements, la restauration, la préservation des monuments historiques, la circulation, comment on peut se projeter dans la circulation, comment on peut organiser la circulation à l'intérieur, etc. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important de dire que si on est dans une, variante volontariste, on peut aller jusqu'à dire, par exemple, aujourd'hui, la Médina de Salé n'est pas une Médina dans laquelle on va circuler en voiture comme à Marrakech. On peut y circuler en voiture en cas d'urgence, en cas de personnes à mobilité réduite, en cas de, riverains, etc., etc., mais ne pas ouvrir. Mais pour pouvoir faire ça, il faut présenter une alternative aux gens. Et l'alternative, c'est de mettre en place un certain nombre de parkings gérés qui sont à l'extérieur et qui permettent de faciliter le stationnement aux gens et de leur permettre de circuler dans la Médina à pied partout. C'est quelque chose qui est une tendance générale dans le monde et qui peut évoluer et être accepté ici aussi. Mais ces choses-là ne peuvent pas se mettre toutes seules. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, on arrête de rentrer les voitures. Mais pour les livraisons, etc., comment on fait? Mais il y a des alternatives, des réglementations à mettre en place, etc. Ce n'est pas un arrêté sauvage du jour au lendemain. Donc il y a des possibilités de faire et de répondre aux orientations. Donc les concertations ont eu lieu avec un certain nombre d'organismes de la population, etc. Alors, au bout de la discussion qu'il y a eu avec l'ensemble des intervenants, qu'ils soient élus ou, représentants des administrations, on a les orientations, on a la variante volontariste, et ce qui est en rouge, c'est ce qui a été retenu. Donc les gens qui représentent les administrations et qui prennent les décisions ont choisi de faire le maximum de ce qui était volontariste, comme ça a été présenté. Maintenant, sur Salé, c'est un peu plus délicat. Maintenant, il va falloir chiffrer tout ça et voir comment on peut accéder à tout cela. La mission 4, ça a été de dire, voilà, ça c'était le projet. Vous voyez ici la rue de Kharrazine avant et la rue de Kharrazine en projet. Et aujourd'hui, on a de la chance, on a presque le projet qui a été réalisé sur le Kharrazine. On a donné des idées de ce qui pourrait être fait et comment ça peut être fait, à quoi ça peut aboutir. Et donc, là, vous voyez la photo qui, malheureusement, on ne voit pas très bien, mais c'est d'un noir total, toute la journée, avec des éclairages, mais avec des tôles qui couvrent la rue et des portes en métal, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a comme image projetée. Et donc, c'était des choses qui étaient très importantes pour pouvoir convaincre les élus et les responsables de s'engager avec nous sur ce projet, en partie.
Alors, la volontarisme, ça veut dire lister et repérer l'ensemble des monuments relatant l'histoire de la cité et de ses hommes et de ses événements, et les protéger, amener une protection dessus. C'était aussi la volontarisme, élargir les zones à restaurer, développer celles à réhabiliter et réduire celles à rénover et à restructurer, c'est-à-dire intervenir sur l'ensemble du territoire à l'intérieur de la Médina. Pour information, la Médina de Salé fait 100 hectares. Il y a une vingtaine d'hectares qui sont en cimetière, c'est Ibn Hajar. Et donc, il reste à peu près 80 hectares qui sont habités. Pour donner une idée sur les cités, sur Rabat, la Médina de Rabat fait 45 hectares. La Médina de Fès fait 300 hectares. La Médina de Marrakech, en extension, fait 600 hectares. Donc, on est une Médina moyenne. Marrakech est vraiment la très grande Médina. Mais il faut dire qu'elle a été un siège d'empire. C'est pas la même chose. Fès aussi, c'est 600 hectares. Voilà, donc pour vous donner juste une idée de ça. L'évolution démographique, alors maintenir la population dynamique, l'objectif c'est de dire que cette population à l'intérieur de la Médina, il y a une grande partie qui est dynamique et qui veut rester en Médina. Comment l'encourager à rester? Et comment inciter celles qui seraient intéressantes à venir s'installer en Médina? Et pour ça, il y a un problème. Quelles sont les attentes des gens qui sont dans la Médina et quelles sont les attentes des gens qui seraient prêts à venir à la Médina pour leur faire franchir cette volonté et les accompagner? Comment on fait? Quelles sont les choses sur lesquelles nous pouvons appuyer? Par contre, il y a une partie de la population qui souffre énormément dans les fondouks, etc. Comment répondre à leurs besoins ou, disons, améliorer leurs conditions de logement, peut-être même en les aidant à trouver des logements à l'extérieur de meilleure qualité. Alors, maintenir des équipements traditionnels dans leur fonction et n'en convertir qu'une partie. On a par exemple 12 hammams, sachant que les hammams sont en train de décliner. L'usage est très peu, donc se développe très peu, au contraire, il réduit. Et comment on fait? Alors là, il fait un travail à faire, c'est de dire qu'on a 12 hammams. Sur les 12, on en a par exemple 6 qui sont très beaux, qui sont bien, qui ont une histoire intéressante, etc. Les autres sont moins intéressants. Alors on conserve les 6 qui sont très intéressants, on les préserve, on les entretient, on les améliore, on en fait vraiment des lieux de spa, par exemple. Et les autres, comment les convertir? Est-ce qu'on en fait des salles de sport? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Comment on transforme? Comment on utilise? Comment on réutilise? Comment on donne une deuxième vie à ces éléments-là qui sont là? Comme les fours à pain. Eh bien, les fours à pain, ils ne fonctionnent plus comme avant. Donc, soit ils sont en train de péricliter et ils sont presque subventionnés par leurs voisins, ou alors ils se transforment en boulangerie, pâtisserie, etc., etc. Et donc, sur chaque élément, il y a des réflexions à mener. On ne fonctionne pas sur l'ensemble, on ne projette pas sur l'ensemble, mais on dit qu'il y a des pistes à ouvrir sur un certain nombre d'éléments à reconsidérer, à convertir et à réinsérer dans le circuit économique. Là, pour ce qui est du problème du foncier, on a très peu de foncier qui est, vous voyez, tout ce qui est en noir, c'est ce qui est titré ou en réquisition. Par contre, tout le reste, qui représente près de 70%, ne l'est pas. Et donc, ça pose un problème important au niveau de la valorisation des bâtiments qui sont à l'intérieur et qui sont au-dessus de ces parcelles. Le cadre bâti, donc faire intervenir structures étatiques pour procéder à la mise en sécurité des constructions menaçant ruine. Donc ça, on en a parlé. Et c'est des interventions qui sont extrêmement délicates et qui n'arrivent pas véritablement à se réaliser. Avec beaucoup de difficultés, on a eu le Omran pendant 20 ans et ils n'ont pas réussi à intervenir. On a eu, en ce moment, on a l'ANRUR qui essaye d'intervenir, mais beaucoup de difficultés sont là. C'est-à-dire qu'on a un problème entre occupants et propriétaires. On a un autre problème entre
la réalité des interventions sur des bâtiments anciens qui n'est pas aussi simple que du bâtiment neuf. Et le savoir-faire aussi se perd, et donc on a vraiment des problèmes importants. Mais c'est possible. Reconvertir aussi des équipements pour répondre aux besoins projetés. On a des ruelles, des corporations qui ont disparu. Comment faire pour utiliser ces espaces et les redynamiser différemment? On a des savoir-faire, des métiers qui ont disparu. Les Natiers de Salé, qui était une grande corporation extrêmement dynamique dans les années 20-30, a disparu. On a encore 2 ou 3 artisans qui travaillent chez eux. Pour ce qui concerne aussi les tisserands, qui était une grande activité extrêmement importante au début du siècle, et on n'a plus. Le dernier a fermé, et on n'a plus de tisserands du tout. Et donc, comment faire en sorte que ces savoir-faire ne disparaissent pas? La question se pose, et comment intervenir? Donc là aussi, au niveau économique, mais en même temps au niveau de projection, on se pose le problème de comment, qui, quoi, où, etc. On peut mettre à disposition, l'État, l'administration peuvent mettre à disposition des locaux, mais à part cela, comment les accompagner? Comment faire en sorte que... Alors, il y a des solutions qui ont été expérimentées à l'époque du protectorat. Il ne faut pas tourner le dos aux expériences qui ont réussi. C'est regrouper un certain nombre d'artisans dans des lieux, bien sûr, mais mettre à leur disposition des outils qu'ils ne peuvent pas acheter individuellement. Et donc, créer des corporations qui permettent, par exemple, pour les menuisiers, des machines, outils, des tas de choses. Pour les gens qui travaillent le cuir, des tanneurs, etc., etc. Et chaque métier peut s'améliorer et, disons, devenir un peu plus rentable et un peu plus vivant. Donc, les activités économiques, encourager l'artisanat traditionnel de qualité. Alors, certains artisanats, on ne peut pas concurrencer des lieux d'artisanat à l'extérieur de la Médina avec des voitures, des camions qui peuvent accéder avec des tas de choses par rapport à quelqu'un qui est dans une petite ruelle où il doit avoir des locaux exigus, etc., etc. Donc, la production de grand nombre n'est plus intéressante en Médina. En Médina, on ne peut faire que des choses qui sont de très grande qualité. Et à ce moment-là, on est dans l'innovation, on est dans le design, on est dans quelque chose qui n'est plus simplement de l'artisanat courant. Alors, prévoir des équipements collectifs qui vont avec, prévoir, convertir les équipements les plus adaptés à la population cible. Aujourd'hui, on a plus d'élèves, mais on a des personnes âgées qu'il faut animer et qu'il faut exploiter, leur faire des choses qu'on ne sait plus faire. Et comment amener ces gens à animer des ateliers et des choses. Procéder à la mise en norme de l'ensemble des services urbains, ça a été fait, c'est un projet assez intéressant qui a été mené. Donc tout ce qui est assainissement, voirie, électricité, éclairage public, enlèvement des ordures ménagères, etc. Éviter la circulation auto en Médina, rendre la Médina entièrement piétonne, sauf urgence, commerce, en implantant des parkings, surtout à l'extérieur. Limiter les circulations, dessertes locales, urgence, habitants, commerce. Et donc là-dessus, les ateliers de réhabilitation et de sauvegarde, c'est-à-dire que gérer la Médina par les services communaux et même par l'agence urbaine, etc., on ne peut pas gérer la Médina avec le même service qui gère Riyad ou Btana ou Tabrekt, etc., ou Salel Jadida. Il faut des gens qui sont adaptés, qui sont là, présents tout le temps. Et ça, on l'a demandé, mais on ne l'a jamais obtenu. Alors, après ça, on a fait tout un programme pour dire quelles sont les priorités. Et donc, ce qui est prioritaire, c'est en rouge. En orange, on a les priorités 2, 3 et 4. Donc, on a fait ce travail-là pour leur dire, voilà, comment on peut procéder, quelles sont les priorités de chaque 1, 2, 3, 4. Les organisations spatiales, donc on peut mettre en place des pôles qui sont des pôles culturels, activités commerce traditionnelles, cultuelles, formation et équipement, et traiter les abords et les liaisons. Et là, le pôle culturel, par exemple,
On a le cinéma al-Malaki, mais on a aussi donc Dar al-Baroud, on a l'école, le musée qui vient d'ouvrir, donc le musée de la poterie, pardon, des instruments de musique, et on a un certain nombre d'éléments qui peuvent former un pôle intéressant. Voilà, on a le pôle activité traditionnelle. On a deux noyaux qui sont extrêmement importants, qui sont le réseau Souquier que l'on connaît autour de Souklerzen, et on a l'entrée de Belseta qui est très mal, disons, valorisée et qui peut être extrêmement intéressante par la disponibilité des espaces. On a le Fondq dial Znebr, l'ancien marché au grain, et le grand parc, donc Riyad Abdelhadi, qui fait 3000 mètres carrés à l'intérieur même de la Médina, à l'entrée de Belseta. On a Fondq Ben Saïd, l'ancien, etc. Donc on a un certain nombre de potentiels qui sont là, qui sont présents, et qui sont à la disposition des gens qui sont intéressés pour ces opérations-là de grande envergure. On a le pôle culturel, la grande mosquée, Masjid al-Adam. On a Sidi Abdallah Ben Hassoun, on a Zawiya Tijaniya, on a un certain nombre de Sidi Abdallah Ben Hassoun, Jami Kbir, Mdarsa, etc., etc. On a ce pôle qui est extrêmement intéressant, qui peut être relié à Sidi Ben Hacher, etc. Donc on a un pôle culturel extrêmement fort et qui est déjà existant. On a un pôle formation et équipement. Donc on a la possibilité, sur certaines, l'idée c'était qu'on utilise l'ancienne fabrique de tapis, coopérative des tapis de Salé, pour en faire un centre de formation pour l'artisanat. Et on a les abords et les liaisons. Comment faire en sorte qu'on puisse accéder à la Médina facilement et comment on peut, améliorer l'accessibilité de la Médina. Et là, on a travaillé sur une grande partie sur la voie reliant la corniche de Sidi Moussa à la plage, en traversant le cimetière. Le pôle culturel d'échange est proposé dans la variante. Là, on verra un peu plus en détail comment proposer de travailler sur Bebfest et au Bebnis. Et volet infrastructure, traitement des abords. Bebfest, on a un étranglement qui est toujours présent et comment on peut le dépasser. La liaison piétonne qui débouche sur Bebfest, la présence de la gare ONCF, la présence envahissante des taxis et compagnie. Et on a des solutions proposées par une trémie enterrée longeant la voie de chemin de fer. Et surtout, la liaison de la Médina avec le quartier de la Pépinière, qui est complètement bouché. C'est-à-dire vraiment la voie de chemin de fer marque une véritable frontière par rapport à ça. Et donc, comment on peut dépasser cela? On a fait des propositions. Liaison le nord de la ville, donc la voie limitée traversant le cimetière, réaménagement de la corniche le long de l'océan, nécessite la fluidification de ce trafic. C'est quelque chose qui a été entendu. Les parkings, comme on en a parlé, éviter que les voitures rentrent absolument à l'intérieur de la Médina par la mise à disposition de parkings qui soient réellement efficaces. Alors là, vous avez Bebfest, la gare ONCF, vous avez les espaces verts, stationnement de circulation. Donc tout ça, on a positionné et on l'a projeté à partir de 2015-2016 et ça a été publié au journal officiel en 2018. Vous voyez ici cette partie-là, donc sur Bebfest, comment faire la liaison et comment faire en sorte qu'on puisse éviter la sortie de Bebfest et mettre en place une grande place qui puisse accueillir tout ça. Donc l'inscription pour le classement du patrimoine, on a proposé 85 bâtiments à l'inscription. Voilà. On a les équipements projetés à reconvertir. Chaque équipement, Cinéma al-Malaki pour Ajaza, Burmada, maison pour les personnes âgées, Dar al-Qadi, musée de la musique, l'école Al-Asma, musée de la ville. Il y a bien sûr des choses qui ont été projetées à ce niveau-là, qui ont été prises en compte dans le projet de réhabilitation de la Médina de Salé. Il y en a qui n'ont pas été, disons, retenues. Mais ce n'est pas un problème. C'est l'ouverture qui nous intéresse et qui a permis
disons, une grande préparation pour ça. Alors, les actions à mener, etc., créer, réaménager, ce qui doit être fait, les équipements commerciaux, les fontaines publiques, les équipements d'intérêt général, etc. Tout ça, ça a été listé avec des chiffrages. Hein. Division de l'étude de l'ère de la Médina en secteurs. Donc, on avait un secteur qui était des secteurs patrimoniaux. On désigne par ça tout ce qui existait avant 1912 et donc qui ne connaît qu'une architecture traditionnelle principalement. Mais bien sûr, il y a eu des interventions depuis, mais on a un secteur ST, donc secteur traditionnel. On a le secteur néo-traditionnel que l'on connaît tous, donc par exemple Savonji, Ifra, etc., qui sont des choses qui ont été faites au XXe siècle avec des maisons qui sont des maisons unifamiliales ou bifamiliales avec un patio. Donc, et après, on a le mlah de Salé, qui est un mlah extrêmement intéressant parce qu'il regroupe beaucoup de modèles. Il a un modèle traditionnel marocain, donc c'est des juifs slaouis qui vivaient comme les musulmans slaouis, avec des maisons à patio. On a, ça c'est les anciens juifs marocains. On a les juifs qui sont arrivés d'Espagne. Et donc à ce moment-là, on a des modèles qui commencent à se modifier avec des ouvertures sur la rue. Et on a les gens qui sont arrivés après, donc au moment du protectorat, et qui ont instauré des immeubles. Donc on est dans des appartements. Et on a toute cette évolution. Et on a aussi des gens qui sont arrivés, qui ont construit des maisons dans le style de ce qu'on peut appeler le sud de la Méditerranée, avec des logements qui ouvrent sur la rue, etc., avec des corniches, des choses comme ça, dessinées comme si on était au sud du Portugal ou de l'Espagne ou Marseille. Donc on a une diversité assez intéressante dans ces logements. Et bien sûr, des maisons qui ont des balcons, c'est assez exceptionnel. C'est des modèles de vie qui sont des modèles qui ne sont pas dans la tradition marocaine, mais qui sont cette catégorie de population. Voilà. Donc le secteur moderne, c'est là où il y a des immeubles avec Mahal Mellah Jdid, par exemple, où là on a des immeubles de rapport. Donc on a le pourcentage et le mètre carré des zones différentes et ce qu'on prévoit pour chacune des zones. Donc on a la restauration pour la partie la plus ancienne, la réhabilitation-préservation pour la partie qui est néo-traditionnelle, voilà, la préservation. Et on a le secteur néo-andalou, c'est ce que j'appelle donc le Mellah et compagnie, une préservation avec l'ensemble des composantes et garder la diversité qui s'y trouve. Ne pas unifier, ne pas rendre uniforme le Mellah parce qu'il est lui-même divers, très divers. Le secteur moderne, donc là, on n'a pas beaucoup de choses à garder, mais on peut imposer un certain nombre de respect de l'architecture un peu traditionnelle sans pour autant les amener. Et là, on a un chiffrage, donc les populations, les estimations et l'ensemble, et on arrive à 1,203 milliard de dirhams. C'est ce qui a été prévu pour le plan d'aménagement variante volontaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qui a été donc projeté au niveau de l'étude par rapport à donc et qui a été publié en 2018. Alors, oui, mais j'ai le dossier. Donc là,
Alors, ce que je voulais amener ici, c'est un petit peu ce qui a été... c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, après ça, en 2018, on a eu donc la chance d'avoir publié ce travail en 2018. Et quand il y a eu la convention qui a été signée devant Sa Majesté en 2019, elle s'est beaucoup appuyée sur le travail que nous avions fait. Et elle a pioché énormément à l'intérieur. Et donc la convention de 2019, qui devait se terminer en 2023, et qui s'est prolongée à cause du Covid, etc., on a un certain nombre d'éléments qui ont bougé. Et par exemple, les intitulés du projet, vous allez voir, parking souterrain Bebfest, il a été retenu. Aménagement des parkings, il y en a un certain nombre qui ont été retenus, pas tous, mais une partie. Aménagement des rues de la Médina, donc le circuit touristique a été retenu. L'éclairage public, l'aménagement des espaces verts, la restauration de Bab Ma'alqa, etc., etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été retenus dans chacun des catégories. Donc la voirie a été entièrement refaite, l'assainissement, l'éclairage public, le revêtement des rues, etc. Tout ça a été refait. Même l'intervention sur les rues, les ravalements de façade, les créations d'espaces d'exposition, etc. Il y a un certain nombre de projets qui ont été retenus et qui font partie de la convention, qui ont fait partie de la convention et qui est en grande partie réalisée. Et là, on va voir quelque chose d'intéressant. Cette carte, elle représente donc la Médina et l'emplacement de tous les projets qui ont été retenus. Et ceux qui n'étaient pas prévus ont été prévus, etc. Hein. Je suis... Alors, de façon à bien présenter les choses, donc on a les établissements scolaires, la grande mosquée, on a les établissements scolaires qui ont été donc cédés par le ministère de l'Éducation nationale et qui ont fait l'objet de reconversion. Alors, là, le projet dont on a parlé tout à l'heure, d'Abkhmis, d'Abfes, vous voyez un petit peu, est-ce que vous vous situez? Et bien voilà le projet qui avait été fait par une étudiante que j'avais encadrée pour pouvoir travailler là-dessus. Et donc, la liaison entre Bebfes et le quartier de la Pépinière, avec des passerelles, la voirie qui passe aujourd'hui ici, qui est transférée le long de la voie de chemin de fer, et le dégagement de cette esplanade énorme devant Bebfes, et en même temps, la mise en place d'un parking. Donc c'était le projet qui avait été réfléchi, etc. Et qui, grâce à Dieu, a vu le jour. Et ça, c'est des projections de comment l'étudiante a projeté ces choses-là. Et voilà le projet qui a été fait par Montassel et des chercheurs, et qui aujourd'hui est fonctionnel. Donc voilà, il fait 560 places à peu près. Il est sur 2 niveaux. Et là, c'est l'existant. Voilà comment il est aujourd'hui. L'école Bentourt. Alors, beaucoup de gens ne savent pas que cette école a été transformée en lieu de culture. Il y a des salles de danse, il y a un auditorium, il y a des salles de musique, et il y a des salles de dessin, etc. Et cette école bénéficie d'un auditorium de très grande qualité. Il suffit de le demander. Les gens ne savent pas qu'il existe. Il a été aménagé par un architecte qui s'appelle Njate Mehdi et qui a fait un excellent travail et qui est aujourd'hui disponible pour entendre, pour voir. Il y a une possibilité de faire même du théâtre, etc. Et c'est des choses qui existent aujourd'hui. Et la salle que vous voyez, il y a des panneaux, des panels pour le dessin, etc. C'est des écoles qui ont été... ce lieu a été remis à la gestion de l'école des beaux-arts de Tétouan. Et donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de dessins, d'art plastique, etc. Mais c'est un lieu qui aujourd'hui existe et disponible pour tous ceux qui veulent faire des choses. Vous connaissez... je ne sais pas exactement, mais il doit y avoir au moins 300 places.
Donc c'est une salle de concert avec toute la sonorisation qu'il faut et tout. C'est pas avec table de mixage, tout complet. Avec éclairage, tout. Vous avez une table de mixage qui est derrière, vous voyez, derrière, au fond, il y a une vitre. Et bien derrière, il y a normalement. Maintenant, ce sur quoi il va falloir se battre pour nous, c'est comment animer ces choses-là et les faire vivre. C'est pas de construire, c'est construit. Allons-y. Alors ici, on a l'école d'Afsaï. C'est une école qui a aussi été cédée par le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il n'y avait pas assez d'élèves pour remplir toutes les classes. Ils ont été regroupés dans une autre école. Et là, on a un lieu d'accueil où on peut recevoir des gens qui viennent pour des résidences d'artistes, pour des étudiants, des choses comme ça, peuvent venir, ils sont accueillis dans ce lieu. On a les lits, les douches, la cuisine, l'espace de réunion, table de réunion, salle de classe, etc., etc. Donc il y a des lieux qui sont aménagés, qui sont aujourd'hui mis à la disposition des populations et des services qui veulent bien les utiliser. Vous voyez? Donc, ici, on a le Fandq, ceux qui connaissent le Fandq Bouhouda, ou le Fandq Khdarin. Il a été entièrement restauré, reconstruit, et aujourd'hui, c'est une maison de jeunes qui peut accueillir toutes les activités pour les jeunes. C'est existant, c'est ouvert, c'est à la disposition. Et donc, c'est des lieux qui sont aujourd'hui, qui ont bénéficié de ces projets, et qui font aujourd'hui partie des équipements disponibles sur la Médina de Salé. Ici, on a Fandq Dalia. Alors, Fandq Dalia, c'est un ancien fondour qui aujourd'hui est une école de formation pour la cuisine et la pâtisserie islaoui. Et il est destiné à être, donc il est aujourd'hui géré comme le restaurant et le lieu qui est à côté en face de la Banque du Maroc, sur la route de Meknès. Et c'est les enfants handicapés qui peuvent bénéficier des formations et ils sont là. Ils sont là. Si vous pouvez commander des repas ou des gens à inviter sur place, vous pouvez le faire. Ils sont là, ils sont disponibles et ils peuvent vous accueillir en groupe ou en individuel, etc. Et donc il y a un travail qui a été fait, qui est énorme. Ici, on a quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le Qa'a al-Qadima. Ceux qui connaissent le Qa'a al-Qadima, sinon c'est celle qui était à côté de Dar al-Qadi. À l'intérieur, ça a été une construction dans les années 60 complètement folle, qui a dépéri, tout ça est parti en vrille. Et elle a été, donc cette construction des années 70 a été démolie, et le lieu a été dégagé pour en faire un lieu d'accueil touristique. Pendant les travaux, on a découvert qu'il y avait des voûtes et des sous-sols en voûte, en terre, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à l'intérieur, on a trouvé des inscriptions qui se réfèrent au sieur mouette. Alors, ceux qui connaissent le sieur mouette, c'est un personnage qui a été capturé par les corsaires de Salé, emprisonné en bas, il a gravé son nom, et il a été racheté au bout de quelques temps par Moulay Ismaïl pour aller sur Meknès, et qui à un moment, comme il n'avait pas une grande famille qui pouvait le racheter, a été racheté au bout de quelques années seulement, par les franciscains. Et comme c'était un scribe, il a écrit un ouvrage qui relate donc son expérience dans Salé et à Meknès et sous Moulay Ismaïl. Et cet ouvrage est traduit dans 68 langues. Il est disponible, il faut le chercher. Le sieur mouette. Et il existe. Et on a trouvé donc la trace. Ces sous-sols devaient être démolis. Mais heureusement, on a eu donc des fouilles qui ont été faites et on a retrouvé donc les inscriptions gravées dans la muraille et qui reprennent exactement les mêmes descriptions que le sieur mouette dans son ouvrage et qui est un ouvrage extrêmement intéressant et indispensable. Vous voyez l'image de l'entrée de Qa'a al-Qadima à droite et vous avez aujourd'hui comment ça a été restauré et c'est quelque chose qui peut être intéressant à visiter. Là, on a l'ancienne fabrique des tapis, donc d'artisanat. On en a conservé une partie qui était intéressante dans les éléments.
Et ici, c'est le centre qui est devenu le centre de commercialisation des produits de l'artisanat et qui est à côté de Sidi Ibn Achar et en face de Sidi Abdallah Ibn Hassan. Donc, pour ceux qui connaissent, donc c'est des architectes marocains qui ont fait ça avec beaucoup de délicatesse. Ici, c'est l'ancien centre de l'artisanat qui a été complètement refondu et qui accueille aujourd'hui un centre de formation des métiers de l'architecture, d'artisanat dans le bâtiment. Ici, on a l'ancien Qessariyat al-Fadl, celle qui était à côté de Babfas et qui est devenue une sorte de, comment dire, qui accueille tous les jeunes qui veulent créer des sociétés. Et c'est un incubateur avec des locaux et des encadrements, etc., etc. Elle a entièrement refait. Ici, on a Qessariyat al-Jarin avant et pendant les travaux. On a terminé les travaux. Aujourd'hui, elle fonctionne et on a sauvé toute le Jarin qui était là. Ici, on a Qessariya Soq al-Kbir, celle qui était au milieu de Soq al-Kbir. Et elle a été entièrement restaurée dans les règles de l'art, à l'intérieur. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres projets. Je ne sais pas si je m'arrête ou 5-10 minutes. Alors, il y a aussi beaucoup de projets qui ont été faits sur Salé et qui sont toujours en attente. On a, par exemple, ici, Bab Bouhaja. Alors, ceux qui reconnaissent Bab Bouhaja ici, voilà, en bas à gauche, le jardin du Firdaus et le marché central, sur les photos les plus anciennes. Ici, on a Bab Bouhaja avec le tram qui descend vers l'embarcadère et le pont qui a existé à un moment. Là, on a le projet qui devait se faire pour le siège de la commune, donc qui devait être construite et qui est en stand-by et peut-être qu'il ne va pas se faire. Donc là, on a ce projet-là. On a de Bab Bouhaja aujourd'hui. Voilà, si on le reconstruit, voilà ce que ça donne. On peut le reconstituer. On a les plans, on a tout, mais il manque la volonté. Là, on a des propositions à l'intérieur du jardin, le siège de la commune, et il est autorisé. Hein. Là, le jardin de Firdaus. Là, le parc qui a été fait par Mounia Bnani de Sidi Ibn Achar. Donc, le traitement du parc qui est aujourd'hui l'ancien cimetière et qui a été déclassé depuis un certain temps et qui est toujours en attente d'intervention et d'aménagement pour pouvoir en faire un véritable parc. Et là, on a, malheureusement, ça c'est quelque chose de très malheureux. Nous avons ici les tombes des martyrs de Salé de 1947. Et c'est toujours comme ça, on dirait une salle de bain, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. On a proposé des choses. Et on a le lac du Mérinide qui fait 13 km et qui mériterait de ne plus être effondré sur la voie qui va vers Sidi Moussa, parce qu'il a été démoli pour pouvoir élargir la voie sans refaire au moins une partie pour rappeler l'histoire de ce magnifique édifice. On a une étude extrêmement détaillée sur son parcours et sur ce qu'on pourrait en faire. Le projet touristique, donc on a le circuit touristique de la Médina qui a été plusieurs fois négocié, discuté, etc., etc., et qui a fait l'objet d'une approbation en fin de compte et qui aujourd'hui se traduit en des panneaux qui sont disposés dans la Médina et qui permettent donc aux touristes et aux gens qui visitent la Médina de se repérer, de pouvoir savoir ce qu'il y a à voir avec une légende bien définie et les centres d'intérêt, les uns après les autres. On avait aussi proposé des petits trains et des vélos-taxis à partir du débarcadère des barques pour pouvoir ramener les gens vers la Médina et les ramener vers le débarcadère à la fin de leur visite.
Il y a énormément de choses, les prestations d'accompagnement, les centres d'intérêt touristique, tout ça est disponible. Les méthodologies d'intervention et de réflexion sur ça ont été faites. On a tout ce qu'il faut. Il faut juste, disons, avoir, comment dire, le lobbying nécessaire pour pouvoir pousser tout cela. On a le projet de restauration, par exemple, du mausolée de Sidi Abdallah Ben Hassoun. On a l'état actuel. On a les photos historiques telles qu'elles ont été prises dans les années 20-30 et on a le projet. On a commencé sa réalisation et ça s'est arrêté. Et donc retrouver ça, c'est quand même délicat. On a la fontaine qui est à côté, la fontaine de Sidi Abdallah Ben Hassoun, qui est adossée au cimetière de Sidi Abdallah Ben Hassoun et qui est restaurée aujourd'hui. On a les entrées. Voilà comment était Al-Kbira. Voilà, Jam Al-Kbir. Voilà le projet. Et on se proposait aussi, dans ce projet, de retrouver les sanitaires qui étaient sous la médersa, sous la salle de la médersa. Mais ils n'y sont pas. Donc l'état actuel, projet d'intervention, etc., etc. Je vais m'arrêter là. Voilà. Merci. Merci, Céline. On va vous laisser vous reposer 2 minutes. Installez-vous, venez ici. Il y aura des questions à répondre sur une petite pause musicale. Et ça marche. Merci, c'était une musique soufflée de Cissé Ibn Qadi. Si vous avez des questions, en français ou en arabe, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation. Il y avait énormément quand même de matière, énormément de choses qui ont été faites, qui sont en cours. Mais je suis très intéressé de savoir le financement. On n'a pas pu quand même avoir une idée sur le financement des projets qui ont été réalisés. Est-ce que c'est possible d'avoir quels sont les partenaires qui ont financé? Merci. Alors, je rappelle juste ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le financement de l'opération, c'est dans le cadre de la convention qui a été signée devant Sa Majesté, où tous les partenaires, c'est-à-dire tous les départements ministériels, etc., ont été présents et se sont engagés sur un financement. Il y avait le ministère de l'Intérieur, il y avait le ministère de l'Éducation nationale, l'Awqaf, l'Habous, la santé, tout le monde a intervenu, la commune aussi, etc. Et donc, il y a une grande part de l'administration et dans le cadre d'une opération de cette envergure, elle s'est tenue sur
près de 9 médinas au Maroc. Donc, il y avait Marrakech, Fès, Meknès, Souaira, Tétouan, etc., etc. Toutes les médinas ont été touchées là, pour la plupart. Et chacune avait un budget. Sur Salé, il y avait un budget de, je crois, 900 millions de dirhams. Et donc, sur cette opération, les financements ont été aussi, l'AREDA a participé à l'assainissement, elle a donné une partie, etc., etc. Et donc, ça a été budgétisé par l'État. Donc, dans ce qu'on peut espérer de mieux dans la gestion urbaine et le développement urbain, c'est que l'État assure tout ce qui est infrastructure et superstructure de base, mais que le privé l'accompagne. C'est-à-dire qu'on facilite l'accès à l'électricité, à l'assainissement, à l'eau, à la fibre optique, etc., etc. Tout ça est disponible aujourd'hui partout dans la Médina de Salé. Et donc, il y a des gens qui se sont réinvestis par la suite. Moi, je cite toujours l'exemple des gens qui se sont investis en faisant des maisons d'hôtes dans la Médina de Salé, alors qu'elles n'étaient pas du tout dans les circuits touristiques globaux. Et donc, c'est quelque chose c'est vraiment un challenge pour eux. Mais aussi, la dernière, moi, je suis admiratif de Madame Njar, qui a ouvert et qui a racheté des pas de porte à Souk el-Khzem pour installer son beau souk avec le café, avec l'atelier pour les enfants, etc. Et c'est des initiatives comme ça qui vont faire que ça va tenir, que ça va se développer. Et aujourd'hui, on a l'ensemble des services dans la Médina. Moi, je suis pas pour dire l'État a super bien fait, non. Mais l'État a fait une part. Maintenant, c'est à nous de faire aussi notre part et de pousser. Ce qui a été très important dans une programmation au départ n'est pas la fin de l'histoire. Aujourd'hui, la bataille, c'est d'animer, de faire animer ces lieux qui ont été mis à la disposition de la population. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Notre bataille, elle est à ce niveau-là. Mais en même temps, d'accompagner, c'est-à-dire nous ne sommes pas juste des regardeurs, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes partie prenante. Nous, moi, j'ai travaillé depuis très longtemps là-dessus. On a formé des guides. On a eu beaucoup de difficultés avec le ministère du Tourisme. On a toujours des blocages avec le ministère du Tourisme et l'Office de tourisme, etc. On a fait un guide touristique de la Médina de Salé en 2008. Il n'a toujours pas été publié et Salé ne figure pas en priorité dans la région. Je parle de la région, je ne parle pas du Maroc dans son ensemble. Et là, c'est notre bataille à nous, c'est pas la bataille des autres. C'est là où on peut appuyer, dire que l'artisanat, quand je vous disais par exemple l'histoire des artisans et des métiers qui disparaissent et d'autres tout ne disparaît pas. Il y a des métiers qui sont hyper dynamiques. La bijouterie à Salé, c'est un truc hyper dynamique. Je me rappelle, pas mes cheveux blancs et ma calvitie, mais dans les années 60, il n'y avait pas plus de 5-6 bijoutiers autour de d'Al-Qadi. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mariages, des divorces, tout se faisait là et tout l'or se vendait, s'achetait dans ce coin-là. Aujourd'hui, tous les autres commerces ont disparu. Toute la rue est devenue une rue de bijoutiers. Parce que c'est une activité dynamique qui a su se positionner au niveau régional. Au niveau régional, les gens ne vont pas sur Rabat, ils viennent sur Salé pour les bijoux. Et c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes, c'est-à-dire choisir son cheval de bataille. Il ne faut pas aller vers les trucs qui sont déjà morts ou alors qui n'ont pas d'avenir. Il faut appuyer les choses qui ont un avenir et qui sont dans la dynamique. Merci, c'est Ali, toute l'équipe pour l'organisation. Merci, Rahmouni, pour votre exposé riche d'informations. Ma question concerne la population qui a diminué. Vous avez précisé qu'en 1982, il y avait 51 000 habitants, la Médina, et en 2024, ils ont diminué jusqu'à 30 000. Alors, quelles sont les raisons qui poussent la population à la Médina? Est-ce que c'est les logements qui sont plus habitables ou bien c'est à cause du mode de vie qui a changé et qu'ils ne peuvent plus gérer dans la Médina?
Ma deuxième question concerne la volonté. Vous avez parlé de l'absence de volonté de qui? Est-ce que des élus ou bien des autorités, des hautes autorités ou bien des acteurs civils de la Médina? Quelle volonté exactement? Merci. Alors, pour dire des choses aussi, répondre sur la population, pourquoi elle est diminuée, c'est-à-dire que les conditions d'habitat, les gens ont modifié leur mode de vie. Les modes de vie ont changé pour tout le monde. Et donc, il y a aussi le problème que présente la Médina, l'accessibilité qui pose problème. Les personnes âgées, quand elles arrivent à l'intérieur, etc., c'est compliqué. Il y a ceux qui ont des enfants qui aujourd'hui sont dans des institutions privées ou internationales ailleurs et qui ont beaucoup de difficultés à accéder. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui, par exemple, le problème d'enlèvement des ordures ménagères, on peut parler de, par exemple, la fibre optique n'arrivait pas, on peut parler d'un certain nombre de choses qui sont là tous les jours. Et ce qui fait que la population se déplace pour avoir plus d'espace, pour être aéré, pour être disponible pour aller n'importe où, pour pouvoir bénéficier d'un nombre de services que la Médina ne fournit pas. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui concourent à cela. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut lire sur la carte. Et quand on les lit sur la carte, il y a certains quartiers qui se libèrent, qui perdent de la population, et il y a certains quartiers qui ne perdaient pas de population parce que c'était des lieux qui étaient des lieux de refuge. C'est-à-dire, c'est même pas de l'habitat, c'est du refuge, tels que les fondoks, ceux qui savent, Fondok Largo, par exemple, il y avait plus de 300 familles dedans. Et donc, comment, avec une densité extrême, c'est-à-dire, c'était un patio, mais sur le patio lui-même, ils ont construit un immeuble à l'intérieur du patio. Et donc, il y a une densité avec des services sanitaires qui n'existent pas. On avait des choses assez déplorables au niveau de l'hygiène, etc. Et donc, cette population-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se comporte avec elle? On peut être, disons, magnanime et disons, oui, on va améliorer leurs conditions. Comment? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Comment on peut améliorer les conditions d'habitat de ces gens-là? Est-ce qu'on va les sortir? Est-ce qu'on va les garder? Et si on les garde, est-ce qu'on garde tout le monde? Comment on peut faire ces choses-là? Ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'en même temps, ces gens-là, la plupart du temps, il y a une partie qui représente à peu près 10% de cette population qui est stable. Mais tout le reste, c'est une population qui est une population mobile. C'est-à-dire que là, c'est des gens qui s'installent pendant une période, le temps de trouver autre chose, et qui repartent rapidement. Donc ça, c'est par rapport à la première question. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette baisse de population est généralisée dans l'ensemble des médinas du Maroc. Ce n'est pas spécifique à la Médina de Salé, mais c'est très marqué sur Salé. Sur Marrakech et Fès, c'est exactement la même chose, sinon pire. On a encore plus de perte de population. Le danger pour la Médina, c'est que la perte de population continue, mais ne s'arrête pas. Et à ce moment-là, quand la Médina n'est pas habitée, elle est en danger. Elle n'est plus entretenue, elle n'est plus du tout vivante, et elle peut s'effondrer entièrement. Là, aujourd'hui, on a même pas 1% des bâtiments qui présentent danger. Mais si la population ne l'habite plus, on est dans des conditions beaucoup plus défavorables. Alors la volonté, en fait, la volonté de l'État, c'est qu'il s'est engagé sur une partie, il a fait 900 millions de dirhams, et la volonté de l'État a été là. Et maintenant, qu'est-ce que nous, on en fait? Nous, les gens sur place, le privé, les activités, comment on s'organise? Est-ce que les gens remplissent une fois que le projet est terminé? Qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où c'est important de pouvoir se remobiliser sur des choses beaucoup plus importantes. Ce n'est plus de l'argent, c'est de la mobilisation pour faire vivre les lieux. On a fait une enquête, par exemple, sur économique, sur les gens qui descendent à Salé le samedi pour faire leurs courses. Combien ils dépensent et pourquoi ils viennent à Salé et ils ne vont pas ailleurs. Alors là, l'avantage pourquoi ils descendent à Salé, c'est que dans la Médina, on trouve tous les services. On trouve tous les éléments qu'on cherche.
C'est comme dans un hypermarché. Il n'y a rien qui nous échappe. Mais on a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire les petits réparateurs de montres, le réparateur de l'appareil ménager, celui qui vend le petit truc, etc., etc. Et ça, on le trouve nulle part ailleurs. Et donc, c'est pour ça que la Médina de Salé continue de vivre économiquement. C'est pas un problème. C'est les métiers qu'on voudrait sauver. Ça, c'est autre chose. Mais économiquement, la ville continue d'exister. Et il suffit de voir le succès que peut avoir les maisons d'hôtes n'ont pas fermé. Donc, ça veut dire qu'il y a une dynamique. On est à peu près à 18 maisons d'hôtes dans la Médina de Salé. Quand les gens de Marrakech nous disent on ne veut plus de maisons d'hôtes, je leur dis mais nous, on en veut. Envoyez-nous des maisons d'hôtes. Parce que c'est quelque chose qui dynamise et qui préserve les bâtiments. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas se laisser emporter par les grands discours soi-disant nationalistes. C'est quelque chose de véritablement dangereux. Justement, les gens qui viennent dans les maisons d'hôtes aiment vivre une expérience particulière qu'ils ne trouveront pas dans des hôtels, etc. Et donc, c'est des choses qui sont particulières et comment faire en sorte de les faire vivre et de continuer à les dynamiser. شكرا سيدي إبراهيم. مساء الخير للجميع وتحية للجميع كل باسمه وصفته. صراحة أنا عندي واحد التساؤل فيما يخص أن المغرب وقع على واحد اتفاقية ديال المؤل وأيضا الأجندة الحضرية الجديدة New Urban Agenda. كيفاش أن المغرب وخاصة في هذه المدينة هذه والمغاربة كاملين يحافظوا على التراث ديالهم الثقافي والمعماري والفني ومحاولة إعادة تعمير بالطريقة اللي هي محافظة على ما هو أصيل ومتأصل في الصناعة المعمارية والثقافية ديال المغاربة على أساس أنه يوفق بين اتفاقية ديال المؤل أو الأجندة الحضرية الجديدة حتى يستطيع هذه المدن أن تبقى واحد النوع ديال الاتصال والتواصل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي لأن كما نعرف جميعا أن المدينة هي وجودها في اتصالاتها الخارجية. إذا لم يكن هناك اتصال وتواصل بطبيعة الحال على جميع المستويات فعني أن هناك المدن تبقى محدودة. وهنا أخص مدينة سلا اللي نحن بصدد الحديث عنها. كنت مشكور جيدا على هذا العرض اللي هو أعتبره تقني وفني وأيضا أدبي وكذلك اللي غادي يعطي واحد النوع ديال الدفعة القوية للابتكار الفني على مستوى التهيئة الحضارية للمدن المغربية. أيضا بغيت نقول بأن هنا في المغرب كاين واحد النوع ديال أكاد أقول أمية ليس على المستوى التقني بالنسبة للمهندسين ولكن في الفاعل الترابي الذي يفتقد إلى تلك الثقافة في التهيئة والتعمير لكي يستطيع أن يناقش ويطرح مجموعة ديال الاقتراحات اللي هي متقدمة على أساس أن كتعرفوا دائما سمارت سيتي امبوست ان موروكو كيفاش أن هذه السنة المدينة وخاصة احنا بصدد الرغبة الأكيدة في أن تكون هذه المدينة محافظة وفي نفس متقدمة ومتطورة مع تطور آليات التكنولوجيا الجديدة with the progress of smart city. شكرا. بالنسبة للنقطة ديال التراث كنظن عندنا واحد النقطة اللي هي مهمة وخصنا ناخذوها بعين الاعتبار. التراث ما خصناش نجمدوه. إلا جمدناه ما يمكنلوش يعيش معنا لأن التحولات اللي كتوقع في الشكل ديال النمط ديال العيش ما بقاتش هي. ما يمكنش تجاوب مع الجيل الجديد. وإلا بغينا نخليو المدينة ديالنا حية كيطرح لنا مشكل ديال كيفاش يمكننا نجاوبوا على الرغبة ديالهم وباش يحافظوا عليها وباش يعيشوا في وسط منها. لأن المشكل كتولي بحال سي كونتراديكتوار. هذا بحال كتواجه. الاختيارات اللي كتوقع بالنسبة للمشاريع بحال هكا سهلة. كتقول أن كاين عندنا واحد المبادئ اللي هي لابد منها ونحافظوا عليها. لأن كيكون عندنا مثلا مساجد موقع تاريخي إلى آخره اللي خاصنا يبقى حي باش يبقى يذكر الجميع
ما كان في هذا المكان إلى آخره. ولكن الشيء الآخر اللي هو عام، اللي هو عام على الساكنة، ما يمكنناش نقول لهم خليوه كما هو الآن، حيت كاين دور اللي ما فيهمش مثلا المرحاض، اللي ما فيهمش هذا، اللي ما عندهمش الماء، ما عندهمش الضوء. واش غادي نخليهم هكاك؟ ما يمكنش، لأن كاين رغبات باش يمكن لك تسكن هذوك الناس ويعيشوا مرتاحين داخل هذوك الدور. خاصك لابد ما تكون واحد التغييرات اللي طفيفة معقولة بلا ما تشوه. هاد التغييرات ماشي شي حاجة اللي هي بسيطة ولا سهلة، لا، صعيبة، وخصنا ناخذوها بعين الاعتبار إلا بغينا هاد الناس يعيشوا في المدينة ويتمتعوا بالعيشة في داخل المدينة. وإلا خصهم بعض الاحتياجات خصهم يلقاوها فيها. ما يمكنش يبغي مثلا قاعة ديال الرياضة ما يلقاهاش، يقلب على حضانة ما يلقاهاش، يقلب على عدد ديال الامور ما غيلقاهمش. فهمتيني؟ دابا هادو علاش كنقولوا ان هاد الناس اللي حنا بغيناهم يبقاو داخل المدينه شنو هما الاحتياجات ديالهم باش نساعدوهم يبقاو، والناس اللي كنبغيو نجيبوهم من برا وعندهم رغبه باش يدخلوا للمدينه يسكنوا فيها، شنو هو الحاجز اللي يمكننا نساعدوهم باش يتجاوزوه، باش يرجعوا للمدينه يعيشوا فيها. هذا هذا الشيء باش المشكل ديال التراث. بالنسبه للمغرب من 2007 عندنا واحد المدرسه ديال الهندسه المعماريه في الرباط، عندها واحد تكوين خاص بالنسبه للمهندسين المعماريين باش يمكن لهم يكون عندهم امكانيه باش يشتغلوا على التراث. هذا التكوين موجود يدوم سنتين وبشراكه مع المدرسه ديال شايو في باريس. دونك عندنا تكوين دابا راه وصلنا تقريبا واحد 100 ديال المهندسين المعماريين اللي استافدوا من هذا التكوين هذا، وكاين مهندسين اخرين اللي عندهم تجربه في هذا الميدان. Bon, en réponse, disons que la personne demandait si le problème de la protection du patrimoine, elle se pose avec une grande acuité, et quelle est-elle et comment on peut obtenir. Alors, je différenciais les choses en disant qu'il y a un patrimoine qui est un patrimoine, je dirais, universel, ou un patrimoine prestigieux, qui lui doit être conservé, doit être protégé, etc., etc. Mais le patrimoine ordinaire, qui sont les maisons dans lesquelles les gens habitent ou qui sont les lieux dans lesquels les gens travaillent, eh bien, ce patrimoine peut être amené, doit être amené à être, disons, réaménagé et évolué pour accueillir des activités et l'habitat dans de meilleures conditions et permettre aux gens de poursuivre leur habitat dans leur maison, dans leur lieu, et travailler dans leur lieu. On ne peut pas dire qu'il faut maintenir les choses telles quelles. Je donne toujours cet exemple. Quand j'étais gamin, dans la maison de mon grand-père, et bien, quand il faisait froid et la pluie, et bien, on se retenait d'aller uriner la nuit, sinon on avait le petit pot. Aujourd'hui, c'est inimaginable. Les gens couvrent le patio, font un certain nombre d'aménagements, etc., etc., et améliorent le confort. La même chose par rapport aux enfants. Aujourd'hui, on n'est plus avec 2 lits à baldaquin, avec un couple à droite, un couple à gauche, les enfants en bas. Donc ça n'existe plus. C'est plus des modes d'habiter qui sont potentiellement faisables. On intègre des salles de bain, on intègre un certain nombre d'éléments. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voudrais vous remercier pour cette présentation et aussi notre organisateur, Monsieur Ali. Et j'ai une question concernant le cimetière de Salé. Au début de la conférence, vous avez parlé, vous avez dit que le cimetière occupait un très grand pourcentage de la médina de Salé. J'aimerais bien savoir s'il n'y aurait pas un projet dédié à ce cimetière, c'est-à-dire une rénovation ou peut-être essayer de le rendre plus petit. Et aussi, j'ai une deuxième question.
Vu que vous avez parlé un peu de Marrakech et de Salé, j'ai fait une petite relation et il y a eu une question qui m'est passée par la tête. Qu'est-ce qui fait que la Médina de Marrakech a plus de succès que celle de Salé et attire beaucoup plus de touristes sans prendre en compte la médiatisation? Merci. بالنسبة en ce qui concerne le cimetière de Salé, en fait, il faut comprendre la position du cimetière en tant que géographe et en tant qu'historien, et en même temps en tant que militaire. Le cimetière de Salé est un cimetière qui est orienté vers la mer. D'abord, c'est quelque chose qui reçoit l'embrun marin, etc. Et donc, c'est un espace qui est pas très habitable en général. Et on se protège derrière des murs et des arbres ou des forêts pour pouvoir éviter l'embrun marin. Deuxième chose, pendant toute une période, donc les canons avaient une portée de tir qui était limitée. Donc les maisons commençaient après la fin de l'ère de l'espace de la portée des tirs des canons des bateaux. Et donc là, on s'organise pour avoir en fait cet espace qui n'est pas utilisé et donc il est dédié aux morts. C'est pas un choix, c'est une déduction d'un certain nombre de choses. Alors, par rapport à ça, donc le cimetière a fait, depuis les années 80, ma suite, depuis les années 80, on a travaillé sur le cimetière et des gens ont eu des projets, ont même eu des contrats avec l'agence du Bourg-Grec sur le cimetière. Le projet que je présentais est celui de Mounia Benali, qui est paysagiste, architecte paysagiste, et qui a fait ce travail, mais il n'a jamais été exécuté, réalisé. Et donc, c'est triste, mais il y a tout. Maintenant, il dépend de l'agence d'aménagement de la vallée du Bourg-Grec. Peut-être qu'avec le Maroc Coupe du Monde 2030, il verra le jour. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Moi, personnellement, je n'en ai pas. Alors, pour ce qui concerne Marrakech, il faut aussi garder l'échelle. Marrakech, c'est une cité impériale qui a accueilli les Almoravides, les Almohades, les Alaouites. C'est une autre échelle, les Saadiens, etc. On a des monuments historiques à Marrakech qui sont de très très grande envergure. Ce n'est pas le cas de Salé. Il faut savoir garder son échelle. Et c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, si Marrakech est aussi au pied de la montagne, elle est au centre du Maroc par rapport à la liaison nord-sud. Quand on parle du sud, c'est de l'autre côté de l'Atlas. On a un certain nombre de choses qui, géographiquement, etc., sont importantes et qui donnent à Marrakech ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, si vous avez un programme pour vous balader à Marrakech dans l'histoire, je parle que de l'histoire, c'est énorme. C'est 600 hectares avec donc les palais, etc. Il y a les palais des anciens ministres, des anciens pachas, etc., etc. On a une ribambelle de palais, puis on a la montagne qui est à pied d'œuvre. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, ce n'est pas le cas de Salé. Fès aussi est une capitale impériale. Il y a le Médine. C'est des choses qui ne sont pas comparables. Salé, c'est une ville qui a été la deuxième capitale au temps des Mérinides. Et c'était la période de gloire de Salé, c'était la période mérinide avec quelque chose d'extrêmement important. لا غير ماشي انا راجلاوي وكندافع على سلام الصباح والعشيه ولكن خصنا غير ناخذوا ليشيل ديالنا. Salé a été très importante pendant la période mérinide, c'était vraiment très important. ولكن en dehors de ça, il y a eu Betz, il y a eu Souera, il y a eu l'Alèche, il y a eu d'autres choses. On n'est pas seul. On est dans un état beaucoup plus vaste. Et nous avons notre part, notre place, mais nous ne sommes pas à la pointe. Donc c'est ça le point qui peut laisser le touriste. Chauffe, Salé a quelque chose d'exceptionnel. On a Bab Mressa, Bab Darsena, ça n'existe nulle part ailleurs. D'accord? Et on a d'autres choses, c'est-à-dire que par rapport à Rabat, nous sommes une cité véritablement traditionnelle.
par l'enchevêtrement des rues, par rapport à la médersa, la présence d'Yel Jamakbir, d'Yel Zawaya, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses. Et les gens qui viennent se balader à Salé nous disent que là, ils trouvent véritablement une véritable Médina traditionnelle par rapport à Rabat. Rabat est beaucoup plus tardif, donc c'est pas la même chose. Mais on a notre spécificité, mais les autres aussi ont la leur. Merci Nabil pour cet exposé. Je n'ai pas de questions, mais peut-être une série de constats que j'ai pu faire lors donc, d'un travail que nous avons eu le plaisir de mener ensemble sur les anciennes Médinas. Outre tous ces espaces que vous avez cités, vous avez un espace extraordinaire qui est délaissé complètement, qui est Dar Baroud, à mon sens, et sur lequel il y a probablement une réflexion à faire dans le futur pour. Vous savez, quand on arrive à Dar Baroud, à l'entrée de la rue, il y a écrit sur un mur, Salah Tahtaber, c'est-à-dire avenir. Et je trouvais cette inscription très significative par rapport à la vieille Médina de Salé. On a, oui, Salé agonise, malheureusement, économiquement, quand on circule, il y a beaucoup à faire encore. J'ai été attristé de voir l'état dans lequel est le marché central. C'est un monument mais vraiment central qui est complètement. Soit il faut le raser, soit il faut le refaire. Parce que à mon avis, il n'a plus sa place dans l'état actuel des choses. J'ai été attristé aussi de voir des ponts d'eau entièrement rénovés, mais fermés. Fermés, ben, on ne comprenait pas. Ils dépendent de certains ministères, je pense de la jeunesse. Non, ils ont une fonction à remplir, ils la remplissent. C'est honteux. J'ai eu honte de voir le dernier babouchier de sa vie. Le dernier homme qui fait des babouches et des babouches de manière très professionnelle. Il travaille dans la rue, alors que des ponts d'eau ont des magasins fermés. Et ça, c'est des constats qu'on ne peut pas, qui sont là, au courant. Bonsoir. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la mosquée de Salé. Jamais dire. Elle nous manque beaucoup et on voudrait savoir quand l'ouverture. Parce que. Alors, nous sommes effectivement, je suis en charge de la restauration de la grande mosquée et nous avons eu le malheur de tomber sur une première entreprise qui a été résiliée. Et nous avons dû refaire des CPS, etc., refaire les marchés. Et là, nous sommes en train de travailler avec une entreprise qui, aujourd'hui, avance très, très correctement. Nous en avons aussi pour 9 mois à peu près avant de pouvoir procéder à sa réouverture, parce qu'elle était vraiment dans un état de délabrement assez avancé. On avait des fuites de toutes les toitures. Et malheureusement, l'entretien n'y était pas et l'ensemble des bâches là souffre énormément. Nous sommes en train de refaire l'ensemble des bâches là, toutes. Des bâches là, c'est des charpentes bois. Donc l'ensemble des charpentes bois est en train d'être refait, restauré. Non, ça n'a jamais réouvert. Simplement le temps de partance de la première entreprise et le lancement des marchés, etc. Et l'administration est très lente dans ces opérations-là. Et une entreprise qui rentre là-dedans, et c'est très compliqué. Inch'Allah, bihawlillah. Inch'Allah. السلام عليكم. تأهيل وتثمين مدينة كبير في العهد المرابطي، وهناك الأبواب المرابطية والأسوار المرابطية. ثم في العهد الموحدي كاين هناك مسجد الأعظم بني في العهد الموحدين، وكذلك عدة معالم أثرية أخرى. إذا الإسلام دائما كانت تلعب واحد الدور كبير في العصر الوسيط وفي العصر الحديث.
لعبت دور قرصانة، الجهاد البحري، كذلك لعبت دور عاد الماريني بحكم أنها كانت هي المرسى القريبة إلى مدينة فاس، وكانت كل القوى الداخلية كتبحث على المراسي لاستيراد الأسلحة من الخارج. هذا هو الهدف الأساسي. الموضوع ديالنا هو تأهيل وتثمين مدينة سلا. مشروع يجب أن يكون تحت إشراف واحد اللجنة تتكون من مهندس ومن فيلسوف ومن فنان ومن واحد من الساكنة من المدينة ومن واحد خبير أمور ديال المعمار. تكون واحد اللجنة وتكون حوار وتكون نقاش باش يوقع واحد الاتفاق على واحد المشروع، باش داك المشروع تكون يعني ناجح، ماشي فقط يكون داخل مكتب الدراسات ديال المهندسين فقط هما اللي يخططوه، هما اللي ينفذوه، هما اللي يدشنوه. فالحديث على المشاريع كاين مشاريع فشلت لم تتطرق اليها. مثلا اضاءة اسوار المدينه، 80% ديال المصابيح اللي تعلقت كلها تحرقت. مشروع ديال الشراطين كانت مدرسه ضخمه ولكن زادوا فيها اقسام وزادوا فيها على حساب المساحه الخضراء، ولات تقول يقدر حتى شي حد يسير. ميزانيه كبيره، شحال ديال الناس ديال الحراسه وديال النظافه. اذا ما كانش واحد المشاريع ما تخداتش بواحد المعايير ومقاييس يعني تراثيه حقيقيه تيكون فيها الاشراك ديال الجميع كيشارك بالراي ديالو. حتى ديك الحرفي البسيط حتى هو تيعطي واحد الغيزه ديالو، واحد الفكره ديالو حتى هو باش كيتبنى اسس ديال واحد المدينه عمرها 1000 سنه. دابا الان تم انجاز المشاريع ولكن جامده، ما كاينش عاد نفكروا كيفاش غنحيوها. لا، نفكروا قبل ما نبنيوها، نفكروا كيفاش التيك اوف ديالها، كيفاش ديماري باش تبدا باش تخدم. والحاجيات مش مدينه صوفيه، مدينه كذا. نظري تيخص واحد مثلا بناء باركينغ ديال السيارات بميزانيه ديال تاهيل وتثمين المدينه غير معقول. باركينغ كيتبنى كيدخل في المزاد العالمي، كيدخلوا اصحاب الشكاره وكيبنيو وكيعطيوهم استغلال ديال 20 و30 سنه وكيرد هو فليساتو وكيربح. هذاك الباركينغ اللي تدشن سير دابا شوفوا خاوي في واحد 10 السيارات، لان الساكنه المدينه ما عندهاش الطاقه الماديه باش يجي هو يوضع السياره ديالو في الباركينغ كل ساعه ب5 دراهم ويدخل يشري يتساوى على صباط 50 درهم. ما عندنا فضاء ديال باب بحاجه، عندنا فين نحطوا السيارات. اذا كاين هناك واحد النقاش، يكون نقاش يشارك فيه الجميع ولفائده هذه المدينه. وفي الاخير انا كنشدد صديقي واخي السي نبيل، تنعرفو مهووس بمدينه سلا والعشق ديالو لا متناهي لهذه المدينه، وكنتلاقى في الدروب والاحياء سنه حتى هو كيخدم وكيشتغل. فالكلام ما موجهش لهذا، ولكن بشكل عام الموضوع مطروح للنقاش. وشكرا لكم. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'ai une question par rapport à la qualité des matériaux utilisés. Les panneaux, les volets, les portes, les devantures des maisons ou des magasins ont été refaits, sauf que 6 mois après, ils sont dans un état délabré. Après les pluies, si vous passez à côté de ces maisons, on dirait qu'ils ont 30 ans. Ils sont pires que ce qu'ils étaient avant. Donc, qui est garant de la qualité des matériaux? Qui est garant de l'entretien? Et qui est garant de l'esthétique de la ville? Merci. Alors, بالنسبة Bonjour.
Je vous remercie tout d'abord pour cette conférence. Mon premier point concerne les édifices à vocation cultuelle qu'on peut utiliser qu'on peut considérer comme en fait un vrai outil de création urbaine et qu'on trouve généralement au centre de plusieurs espaces urbains, que ce soit des Huma ou bien des Médinas ou bien la ville. Ma question concernant ces édifices, c'est comment on peut les utiliser comme un véritable levier de développement urbain sans les muséifier ou sans les figer dans le temps et l'espace. Et mon deuxième point concerne une commission d'ANRUR à laquelle j'ai assisté, où ils ont refusé de l'installation d'une toiture légère au niveau d'un patio d'une maison traditionnelle à la Médina, sous prétexte que ça va nuire au cadre urbain de la Médina et au tissu patrimonial. Alors ma question c'est, est-ce qu'on peut se permettre de refuser aux habitants de la Médina qui ont plus de droits à la Médina qu'un simple visiteur, les modifications qui vont améliorer leur cadre de vie et qui vont améliorer le fonctionnement de leur habitat, juste pour l'intérêt général, juste pour conserver ce cadre et ce tissu patrimonial pour un visiteur, pour un simple visiteur, alors qu'on doit mettre en première place le cadre de vie ou le bien-être des habitants de cette Médina. Non, j'ai noté. Je pense que je laisse à monsieur Rahmini de répondre. Ah, d'accord. Oui. Alors, ma question, c'est la suivante. Parmi les composantes importantes du tissu patrimonial de l'ancienne Médina de Salé, on trouve les anciens riads traditionnels. Les anciens riads traditionnels. Je cite parmi lesquels, par exemple, le riad d'Arawed, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler en projet de restauration en école d'architecture. Ce riad, par exemple, représente le vrai exemple d'une maison traditionnelle marocaine. Or, la plupart de ces riads se trouvent en propriété de particuliers. Ces particuliers n'ont pas toujours la volonté de restaurer ou de réhabiliter ces riads pour plusieurs raisons. Par exemple, la copropriété, par exemple, les problèmes de budgétisation, etc. Ma question, c'est qui est responsable de ces travaux de restauration? Est-ce qu'il y a une solution pour la budgétisation de travaux? Et en cas, par exemple, de refus des propriétaires de ces riads de tous travaux de rénovation, est-ce que ça ne crée pas un certain blocage pour l'ensemble du projet de sauvegarde de la Médina? Et quelles solutions prévues pour ce cas de problème? Et merci. David, j'aurais une question. On a parlé de FES, Marrakech, etc. Dans ces villes, on a fait en sorte de sauvegarder, restaurer ce qui était toute l'identité juive marocaine. C'est pas le cas de Salé. Je sais qu'il y a une synagogue à Salé, il y a une minarette, il y a certainement un lieu de culte. Est-ce que c'est prévu et pourquoi ça n'a pas été fait? Je sais que ça n'a pas été fait et je voudrais savoir justement pour quelle raison. Merci. Alors, je commence par dire une chose, je ne suis pas le grand Manitou, loin de là. Et donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne peux que, disons, répondre presque du tac au tac en disant le projet de réhabilitation de la Médina de Salé, c'est un projet de plan d'aménagement et qui existait auparavant, c'était le seul document réglementaire. Le plan d'aménagement et de sauvegarde, c'est quelque chose qui est venu juste après, en 2010,
pour donner une particularité aux centres anciens, surtout les principales médinas. Et donc le processus de production et de mise en œuvre du plan d'aménagement et de sauvegarde, c'est quelque chose qui est réglementé par des décrets, etc., etc. Et donc les participants, je ne pouvais pas m'étaler sur l'ensemble, mais tout le monde y participait. On avait les sapeurs-pompiers, on avait la chambre d'artisanat, on avait la chambre de commerce, on avait toutes les administrations, mais en même temps, toutes les associations étaient invitées, etc. Ça ne veut pas dire qu'on prenait en compte toutes les remarques de tout le monde. C'est impossible. Donc, il y a quelque chose qui est du domaine simplement de la conduite administrative d'un processus de production d'un document réglementaire. Et donc, c'est ça qu'il faut savoir. Et ce document réglementaire, il a plusieurs étapes. Et il a l'avant-fin de ce document, il est présenté, il y a les variantes qui sont présentées, il y a les gens qui se prononcent dessus, c'est-à-dire l'ensemble des intervenants. Et après avoir fait tout ça, on recorrige le document, il est déposé et il est voté au niveau de la commune, c'est-à-dire de la municipalité, et qui donne son accord sur le projet en s'engageant sur un certain nombre de choses. Les ministères, après, tous les départements se réunissent au niveau interministériel et ils approuvent ce document et s'engagent sur la réalisation des éléments qui sont dedans. Donc c'est quelque chose qui est tout un processus. C'est vrai qu'il est extrêmement lourd et qu'il est très compliqué. Et je l'ai dit au début, cette équipe n'est pas... Moi, je ne suis pas l'équipe. L'équipe est très diverse. Il y a plein de gens qui sont avec nous. Il y a les topographes, géomètres pour l'étude du foncier. On a un géographe, on a un géomètre, on a un sociologue, on a un économiste, on a un économiste urbain, on a un ingénieur voirie réseau divers, on a un ingénieur structure, etc. On a toute une équipe. On a un urbaniste, un juriste, etc. Toute cette équipe-là a travaillé là-dessus. Moi, je ne suis que le coordinateur et bien sûr le porteur du projet, mais tous ces gens-là ont travaillé avec nous, avec des ingénieurs SIG qui ont préparé le SIG. Le SIG est disponible avec toutes les informations. Vous allez avoir, en 2014, le nombre de bouchers à Salé, où est-ce qu'il se trouve, vous pouvez le trouver. Le nombre de réparateurs de vélos dans la Médina de Salé, combien il y en a, on peut vous le dire, et où est-ce qu'il se trouve. Le menuisier bâtiment, le menuisier meuble, etc. Tout ça, on a ça. Les informations sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment on en fait par la suite? C'est-à-dire le document est produit, mais après, comment on peut voir l'évolution de tout ça? C'est quelque chose qui est un processus très long et très complexe. On a commencé en 2013, on a terminé en 2018. Donc, c'est pas quelque chose qui a fait... juste traité entre l'architecte et tout seul. Alors, concernant la qualité des matériaux. Alors, deux choses sont importantes pour pouvoir répondre à cette question. Un, les matériaux qui sont là sont en fonction des budgets qui sont attribués. Un. Deux, l'État, alors, et là je reproche à nous, habitants, hein, une fois que l'État a fait, personne n'a rien fait. Quel que soit le bois, s'il n'est pas entretenu, si le projet n'est pas approprié par la population, quoi qu'on fasse, c'est quelque chose qui va se dérégler au bout de quelques années. Non, on ne peut pas dire qu'il n'est pas adapté. Il est adapté. Je peux vous le dire en toute franchise, il est adapté. Les vernis sont là. Bien sûr que ce n'est pas les meilleures entreprises du monde qui sont là, mais les entreprises ont réalisé des choses. Si les gens les prennent en charge, c'est-à-dire se les approprient, ils les ont eu gratuitement. Ils ne les entretiennent même pas. Ils ne les ferment pas correctement. Une fois que une année, 2 années sont passées, il n'y a pas un seul qui a passé un coup de vernis dessus. Comment peut-on reprocher des choses à des choses comme ça? Il faut que nous aussi, on peut reprocher plein de choses à l'État. C'est facile. L'État n'a pas fait. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? ايوا انا دبست معاهم جوج ديال الحوايج باسكو سور Rabat par exemple et sur la rue ديال سميتو في الرباط eh ben ils ont simplement
mais les rideaux métalliques, ils les ont peints en bois, le bois. C'est une horreur. Je suis désolé. Sur la rue d'El Smith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fixé des panneaux de bois sur des structures métalliques, sur des portes métalliques. Nous, on s'est battu avec les commerçants, on s'est battu avec tout le monde, avec l'État, avec tout le monde, parce que le bois coûte plus cher. Et alors, on s'est battu avec tout le monde pour, vous voulez de la sécurité, faites votre volet roulant à l'intérieur. Mais le bois à l'extérieur, ça c'est la propriété de la population, c'est pas de l'administration. C'est la population qui vit là, c'est beaucoup plus agréable. Je vous montrais tout à l'heure la photo d'El Kharrazine avant, et c'est une horreur. Maintenant, maintenant, est-ce que les gens se prennent en charge? Est-ce que les gens ont été sensibilisés? Je suis d'accord. Il n'y a pas eu une grande sensibilisation des gens, la prise en compte, la discussion. Bien sûr, il faut être conscient de ce qu'on est, mais aussi ne pas dire les autres. Absolument. Maintenant, à partir du moment où on vient vous mettre des fenêtres nouvelles en bois rouge, c'est pas du cèdre, bois rouge, on te le met, tu ne l'entretiens même pas, tu attends qu'il tombe pour dire là, c'est très mauvais. C'est pas responsable. Ce n'est pas une position à avoir par rapport à ça. C'est difficile. Bien sûr qu'il y a eu des tricheries sur la matière, bien sûr qu'il y a eu des choses. Mais sur le gros, une fois qu'on a quelque chose qu'on a hérité gratuitement, c'est le maintenant. C'est tout. On parle d'une population qui est à niveau. Les gens font. On n'aura pas fait des choses extraordinaires à entretenir. Entretenir des portes-fenêtres en bois, c'est quand même pas la mer à boire. Ils le font chez eux. Mais quand c'est chez eux, ils le font. Mais pour ce qui a été fait par l'État, non. Une sensibilisation. Derrière chacun, on va être content. Alors, pour ce qui est la deuxième question, qui est la troisième question qui a été posée, par rapport à l'intérêt culturel ou cultuel. Cultuel. Au niveau culturel, il y a un certain nombre d'éléments au niveau de notre société qui sont extrêmement présents. On a le mot, on a le mot, on a la pratique de tous les vendredis, on a un certain nombre de choses, mais dans la tradition, vous savez, toutes les activités soufis, etc., c'était tous les quartiers, il y avait façon et les gens se retrouvaient pour lire le Coran, pour s'ennuyer, pour en même temps beaucoup de choses, c'est-à-dire les discuter, etc. C'était des lieux de retrouvailles. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a pas disparu. Il est toujours présent. Donc on a fait le questionnement chez les gens pour leur dire qu'est-ce qui est plus important pour vous autour de chez vous. Et ils parlent de mausolée, du cimetière, de Touban, etc., etc. Et donc ça fait partie de ça. Maintenant, ce n'est pas l'administration qui va gérer ces choses-là. C'est les porteurs de ça. Vous voyez, c'est à eux d'activer. Et les habous, moi je suis étonné par l'apport que font les habous sur les aménagements des mausolées à Salé. سيدنا العشرة a été refait. الزاوية القادرية, الزاوية التجلية, toutes les زاوية, il y en a plein. Le Ghazia, etc. C'est énorme le travail d'investissement qui a été fait. Maintenant, il faut animer. C'est ça, le cultuel, il est là pour être aussi, le support est là. Maintenant, il nous appartient à nous de travailler là-dessus. Alors, pour ce qui concerne ce que je disais tout à l'heure par rapport à la NRUR est une société qui a été créée au niveau du ministère de l'Habitat pour intervenir sur les bâtiments menaçant ruine uniquement. Elle n'a pas de réglementation à mettre en place. Elle ne fait qu'intervenir sur des plans qui sont acceptés par l'agence urbaine sur la base du plan d'aménagement et de sauvegarde ou sur les plans de sauvegarde de l'agence du Baudet. Ce n'est pas elle qui décide ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Mais elle intervient.
avec architecte, avec ingénieur, avec laboratoire, avec bureau de contrôle, sur les bâtiments menaçants de façon à intervenir pour sauvegarder ces bâtiments. Je ne la défends pas, je ne travaille pas avec eux, mais ils m'ont sollicité pour des conseils, pour des choses comme ça, mais c'est leur mission. Ils n'autorisent pas. Ce n'est pas eux qui autorisent. C'est les agents urbains, avec la commune, avec les services d'hygiène, etc. Alors, pour les riads, alors là aussi, d'abord, moi je suis contre l'usage du terme riad.